Et bonjour à toutes et à tous. Nous amorçons la première après-midi de la Mêlée numérique 2022 et ô combien de quelle manière, puisque nous allons aborder le thème de 50 millions d'entrepreneurs et moi, et moi, et moi. J'avais prévu de diffuser une petite musique de Jacques Dutronc pour le démarrage, mais je pense que des applaudissements peuvent vraiment remplacer et mettre plus d'ambiance. S'il vous plaît, applaudissez nos speakers. Chers speakers et speakers, ravis de vous accueillir. Avant d'opérer peut-être des focus et de requérir votre science infuse, dirons-nous, sur les thématiques de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? C'est un petit peu le thème sous-jacent de cette conférence. Je vais vous proposer de vous présenter tour à tour. Donc, Madani, commençons par toi. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors bonjour Mathias, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'ailleurs de m'accueillir dans cette table ronde, c'est un honneur pour moi. Alors moi je suis Madani Boussif, j'ai 40 ans, je suis toulousain, j'y suis né, j'y ai grandi, mais j'y ai pas toujours vécu parce que j'ai travaillé dans d'autres villes, voire même dans d'autres pays. J'entreprends depuis l'âge de 19 ans, donc ça fait un peu plus de 20 ans que j'entreprends, et dans plusieurs secteurs d'activité. J'ai fait le choix d'être entrepreneur vraiment par passion, parce que j'ai déjà très très tôt en fait accompagné mon père dans les marchés, puis ensuite dans les petits magasins, puis dans les plus grandes, et puis ensuite j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, et puis très tôt j'ai arrêté les études et je me suis dit je vais me lancer à mon tour. Et je me suis lancé parce que tout le monde me disait autour de moi que je n'y arriverais pas. Donc c'est un paradoxe. On m'a dit tu ne peux pas te lancer, tu ne peux pas entreprendre parce que tu es trop jeune, parce que tu n'as pas la bonne couleur, parce que tu n'es pas du bon quartier, parce que tu connais personne, parce que. Et donc, pour toutes ces raisons, je me suis lancé. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai commencé dans le prêt-à-porter. J'ai ouvert une petite boutique de prêt-à-porter de 15 mètres carrés à Carcassonne. Et puis un an après, j'ai ouvert une deuxième boutique dans la région parisienne qui était 10 fois plus grande parce qu'elle faisait 150 mètres carrés. Et puis après, voilà, encore beaucoup de choses après, mais je vais laisser la parole aussi à d'autres personnes. On va y revenir juste après, mais actuellement coordinateur déterminé. Exactement. Et fondateur de Colisi. Tout à fait. Et aujourd'hui, effectivement, je suis fondateur de Colisi. Colisi qui est une plateforme de mise en relation entre particuliers dans le domaine de la livraison. Le principe est très simple, c'est de mettre en relation des particuliers qui souhaitent expédier ou recevoir des colis avec d'autres personnes qui se rendent disponibles pour effectuer les livraisons sur leur trajet du quotidien. Et en parallèle, j'ai effectivement la casquette de coordinateur chez les Déterminés. Les Déterminés, c'est une association qui existe depuis quelques années déjà, qui est née à Paris, qui existe aujourd'hui dans plus de 15 villes en France. Et on accompagne les porteurs de projets qui ont une idée, tout simplement, qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise. Et on leur offre une formation qui dure 6 mois, c'est entièrement gratuit. Et l'objectif, c'est qu'ils rentrent avec une idée et qu'ils sortent avec une entreprise. Donc j'aime bien dire en fait que le diplôme à la fin de l'année, à la fin des 6 mois de formation, c'est finalement le numéro de siret qui justifie que la création d'entreprise a été effectuée. Et on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que le SIRET fait l'entrepreneur? Mais place à notre deuxième speakeuse, Virginie Saillant-Studler, directrice pédagogique de Digital Campus, directrice de la performance du groupe ESG. Si j'ai bien tout dit. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, très bien. Merci Mathias. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici cet après-midi pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur à Digital Campus. Donc moi, je suis directrice pédagogique, c'est-à-dire je m'occupe de tous les programmes de notre école donc, qui est située à la Beige et qui forme en 5 ans, enfin 3 et 5 ans, au métier du digital, expertise en marketing, UX design, motion design. Et la particularité de nos cursus, c'est qu'on pousse les étudiants à l'entrepreneuriat, à la créativité bien sûr, mais aussi à donner vie à leurs projets. Et donc on en reparlera. Mais le but, voilà, c'est aussi que les étudiants puissent s'épanouir. On voit ce secteur aussi se transformer ces dernières années. Et donc c'est important pour nous d'être toujours au courant et du moins dans les tendances que font l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et donc Digital Campus va les accompagner et surtout les faire travailler en mode projet pour qu'ils puissent pratiquer et justement pouvoir s'épanouir au fil des années où ils seront chez nous. Et je crois que vous lancez un incubateur de projets qui s'appelle le 505. Exactement. En fait, on a décidé de faire venir l'écosystème à la Beige. Parce qu'avec le climat post-Covid, nos étudiants ont du mal à sortir du campus et de chez eux. Et donc, on a travaillé justement avec la Mêlée et Mathias pour pouvoir faire un incubateur au sein de notre campus. Donc, nous, au sein du campus, il y a 5 écoles, on est 2200 étudiants. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas donner vie à leurs projets directement sur leur lieu d'études. Et donc, on lance ce programme à partir du mois d'octobre
où ils vont pouvoir directement être coachés, avoir des masterclass et travailler justement sur leurs idées, leurs pensées limitantes, comme on disait, et pouvoir un petit peu développer ce projet pour, au bout du programme qui va durer 6-7 mois, pouvoir aboutir à une idée qui va permettre d'être accélérée ou incubée dans une autre, on va dire, une autre entité qui permettra de les professionnaliser. Donc on répondra à la question, est-ce que les étudiants amènent à l'aise avec le digital sont forcément entrepreneurs? Merci Virginie pour cette mise en bouche. Régis Baclé, directeur associé chez BR Partners, qui sont un petit peu où est Charlie de toute la journée, puisque grand partenaire effectivement. Régis, qui êtes-vous, que faites-vous? Alors bonjour à tous, je suis Régis Baclé, je suis expert comptable commissaire aux comptes. J'ai également une certification en évaluation et transmission d'entreprise de Paris-Dauphine. Et donc là, je suis associé de la société BR Partners qui intervient sur 4 volets d'activité: l'accompagnement, l'acquisition et la cession d'entreprise, l'évaluation d'entreprise et alors la recherche de financement après définition de la stratégie d'entreprise. Donc c'est la partie où ça rigole plus pour les entrepreneurs là. Là, c'est des chefs d'entreprise. C'est les chefs d'entreprise, je dirais, à partir du moment où on a une idée et on veut aller au bout, il faut trouver une itération économique qui soit satisfaisante pour justement aller chercher des financements. Et on creusera la question avec Régis de est-ce que tout le monde peut être chef d'entreprise? Quels sont les prérequis? Quels sont peut-être les conseils qu'on pourra diffuser en fin de conférence? Et enfin, Vanessa Gary, responsable pédagogique d'un projet tout à fait atypique, s'appelle l'Excubateur. Qu'est-ce que c'est? Donc, bonjour tout le monde. L'Excubateur, c'est un programme d'incubation en milieu carcéral. Donc, c'est un programme de lutte contre la récidive par le levier de l'entrepreneuriat. C'est tout nouveau, on est en phase d'expérimentation. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille avec toutes les parties prenantes pour définir le programme. Qu'est-ce qui peut être important aussi, justement, dans la notion de l'entrepreneuriat. Toutes les briques pour un détenu aussi à la sortie, à prendre en compte ses besoins et essayer de définir et de rendre visible l'écosystème qui sera nécessaire pour la sortie. Et donc le programme en lui-même se scinde en deux parties. Donc avec une partie où je suis plus concernée puisque du coup je travaille à la mise en place d'un bilan de compétences entrepreneuriales où on pourra en discuter justement sur mais derrière qu'est-ce qu'on y met, et un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat où on essaye aussi de déconstruire certaines représentations de l'entrepreneuriat, les compétences qu'il faut y avoir derrière, donc sur la gestion du temps, l'échec et performance, la gestion d'équipe par exemple. Voilà, c'est des thématiques qu'on aborde. Voilà, l'originalité, c'est qu'on est en train de créer une communauté aussi d'entrepreneurs. Donc on a été certifié organisme de formation depuis quelques temps, où on va amener des entrepreneurs en détention, donc sur les ateliers collectifs, en co-animation des ateliers proposés. Très bien. Et donc là, on va revenir sur l'insertion par l'entrepreneuriat. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler un petit peu avec vous, Madani, j'avais envie de poser une question au public présent. Qui est entrepreneur ici? Levez la main, s'il vous plaît. Et qui a un numéro de SIRET? Ah, c'est quasiment la totalité. Alors, la question va être directe, Madani. Est-ce qu'avoir un numéro de SIRET, ça fait de nous un entrepreneur? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que la réalité, en tout cas la mienne, moi je pense que avoir un numéro de SIRET, ça justifie légalement évidemment qu'on est entrepreneur et qu'on a notre entreprise. Mais la réalité, c'est qu'on entreprend bien avant d'avoir notre numéro de SIRET. Entreprendre, c'est pas quelque chose en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait dès qu'on est immatriculé. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait avant, notamment se former, s'entourer, être accompagné. Ça, c'est des choses en fait qu'on doit faire avant de créer son entreprise et avant d'obtenir son numéro de SIRET. J'imagine que cette question amène à d'autres questions, mais en tout cas, je pense avoir répondu en partie à la question que tu me poses. Tout à fait, c'était un petit peu la question piège. Je rebondissais sur tes propos. Alors, pour les entrepreneurs ici présents et les aspirants entrepreneurs, avant de s'immatriculer, ça va être quoi les prérequis? Par exemple, dans les déterminés, il y a forcément un public qui exprime des freins, des croyances limitantes, comme Virginie disait. Ça va être quoi les premiers prérequis, les premières pistes de travail sur lesquelles on amène des entrepreneurs avant leur immatriculation?
Alors, chez les déterminés, on a une particularité, c'est qu'on accompagne des porteurs de projets qui sont essentiellement issus des QPV et des zones rurales, donc des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'ils rencontraient les mêmes problématiques. Donc ces problématiques, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, je veux me lancer, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas qui est-ce qui doit m'accompagner, qui doit m'entourer, où est-ce que je dois trouver de l'argent. Plein de questions, quoi. Il y a plein de questions. Ouais, ok. On a un panier de questions et là, en fait, les déterminés, pourquoi ça existe, c'est pour répondre justement à toutes ces questions. Et de quelle manière on y répond? On offre une formation, évidemment, qui est entièrement gratuite, comme je disais, et qui est dispensée uniquement par des professionnels et des chefs d'entreprise. Donc ce sont les chefs d'entreprise qui viennent former dans toutes les thématiques. Et là, ce qu'ils viennent rechercher généralement, c'est comment gérer une comptabilité, comment gérer les finances d'une entreprise, comment gérer la communication, le marketing. Et tous ces aspects-là, en fait, on va les aborder tout au long des 6 mois de formation. J'imagine qu'on gagne forcément du temps en se formant, parce que c'est aussi formateur d'avoir des échecs, mais l'idée des déterminés, c'est justement de faire gagner un petit peu du temps. C'est clairement ça. Je veux rebondir justement sur cette question sur mon histoire personnelle. Moi, quand je me suis lancé quand j'avais 19 ans, je n'avais ni entourage, ni formation et ni argent pour me lancer. J'ai quand même réussi à le faire malgré tout, mais j'ai essuyé plusieurs échecs, entre guillemets, que je considère plus comme de la formation que comme des échecs, parce qu'après avoir justement créé ma première entreprise, que j'ai fermée 3 ans après, par faute justement je ne savais pas gérer une entreprise, je ne savais pas gérer du personnel, j'avais à peine 20 ans, j'avais 10 salariés, donc c'était hyper compliqué, personne ne m'avait appris à le faire, et j'ai dû fermer l'entreprise en tremblant, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'avais aucun bon réflexe. Donc j'ai fermé cette entreprise, mais ça ne m'a pas empêché de rebondir sur la création d'une nouvelle entreprise. Et j'ai recréé encore une nouvelle entreprise, puis une autre, puis une autre. J'en ai créé à peu près une dizaine, voire une quinzaine, mais je me suis auto-formé. Et tout ça, je l'ai fait peut-être en 10-15 ans, sans jamais me former. Et ensuite, j'ai croisé le chemin justement de la formation de déterminé, où je suis arrivé avec le projet de Colizzi. Et là, j'ai été formé en fait en 6 mois. Et effectivement, j'ai fait en 6 mois ce que j'ai appris à faire en 15 ans d'activité d'entrepreneur. Donc clairement, c'est un gain de temps énorme. Parce que c'est vrai qu'on récapitule souvent les 3 composantes de l'entrepreneuriat: l'argent, les gens et le temps. Et c'est vrai que l'argent, on en trouve, les gens, on en trouve, et le temps, malheureusement, il est incompressible. J'aimerais venir sur, alors on va tout de suite prendre de la hauteur philosophique, sur une remarque que vous m'avez faite quand on discutait avant de préparer cette conférence, à la question: est-ce que tout le monde peut entreprendre? Vous m'aviez répondu: est-ce que tout le monde peut réussir? Et du coup, j'ai envie de vous poser la question un petit peu piège: c'est quoi la réussite pour un entrepreneur? Votre vision, du coup. Alors déjà, est-ce que tout le monde peut entreprendre? La réponse est oui, mais est-ce que tout le monde veut le faire? Ça, par contre, c'est encore autre chose. Et c'est vrai, effectivement, que derrière la question est-ce que tout le monde peut entreprendre, il y a la question qui se pose: est-ce que tout le monde peut réussir? Et après, évidemment, on met ce qu'on veut derrière le mot réussite. Je pense que la réussite, elle appartient à chacun d'entre nous. On a tous un passé, on a tous une histoire, et on a tous ce qu'on appelle en fait un pourquoi qui nous motive à nous lever le matin pour aller alors soit remplir le frigo, soit payer le loyer, ou soit autre chose. Mais en tout cas, c'est cette motivation-là qui va faire qu'on a réussi ou pas, en tout cas, à atteindre nos objectifs, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Donc la réussite, elle appartient à chacun d'entre nous. Moi, je vais mettre derrière le mot réussite peut-être ce que je fais aujourd'hui, donc accompagner des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs. Pour moi, je considère que ça, c'est une partie de ma réussite personnelle. Après, il y en a plein qui vont considérer que ce n'est pas du tout une réussite. Et puis, on peut parler aussi de grandes personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, où on va citer des Elon Musk et tout ça. Mais il y en a plein qui vont dire Elon Musk, c'est quelqu'un qui a super bien réussi. Et puis, il y en a plein qui vont dire mais non, en fait, Elon Musk, c'est un mec que je ne peux pas me voir parce que... Voilà, donc en fait, on met ce qu'on veut derrière ce mot réussite et chacun l'interprète à sa manière. On dit quand on a des haters, c'est qu'on a réussi généralement. Je commence à réussir alors. Ah bah c'est bien, ça, très très bien. J'avais aussi une petite question sur interroger, en tout cas challenger le format start-up. On a souvent tendance à réduire à la mêlée numérique l'entrepreneuriat, de faire une analogie en disant bah oui, bah c'est les start-up quoi. L'idée d'entreprendre par où vous avez commencé, industrie, enfin magasin textile. Est-ce que c'est si important au final de faire une start-up? Est-ce que juste une entreprise, sans forcément disrupter un marché, ça ne peut pas le faire? On ne peut pas trouver son bonheur? On ne peut pas tous entreprendre dans n'importe quel format? Excellente question. Alors, nous, pour rebondir justement sur les déterminés, nous, chez les déterminés, on accompagne des porteurs de projets qui viennent avec des projets de tout secteur d'activité. Donc là, à titre d'exemple, en formation actuellement dans la promo, on a une personne qui veut créer son entreprise dans le ménage.
et j'ai une autre personne qui est en train de créer une intelligence artificielle. On est dans la même promo, on forme ces personnes-là. Aujourd'hui, il y en a 16, il y a 16 personnes, c'est des promos de 16 à chaque fois, et ça ne nous empêche absolument pas en fait, de les former de la même manière, et puis ensuite, ils prennent le virage qu'ils ont envie de prendre. La réalité, c'est que start-up, on peut mettre encore une fois ce qu'on veut derrière le mot start-up. Est-ce que la réussite, elle est uniquement derrière les start-up ou elle est uniquement derrière les entreprises dites traditionnelles? Je pense que la réussite, encore une fois, pour reprendre ce mot-là, elle est surtout dans la détermination qu'on y met. C'est-à-dire que si vraiment, en fait, on veut réussir à aller jusqu'au bout de son projet et de son activité, ben, il faut avoir la niaque, il faut avoir la rage, il faut se lever tous les matins avec cette envie justement de retourner le monde. Moi, j'aime bien utiliser cette phrase-là, on retourne le monde. Et ça, je pense que c'est qu'on fasse du ménage, qu'on soit serveur, qu'on ouvre un restaurant ou qu'on crée une intelligence artificielle ou une application mobile comme j'ai créé moi. Ben, peu importe ce qu'on veut mettre en place, la réalité, c'est qu'il faut avoir une vision et il faut y aller, quoi. Est-ce qu'il y a des profils types d'entrepreneuses, d'entrepreneurs? On dit déjà déterminé, vouloir retourner le monde, donc avoir une vision. Est-ce qu'il y a une autre qualité pour entreprendre qu'on pourrait diffuser directement dans la foule et aussi au public en ligne? Tu en as cité déjà pas mal. Je pense qu'au-delà de ça, et puis ensuite il faut avoir des idées aussi, je pense qu'il y a aussi ce côté imaginatif. Après, il y a un truc, tu as utilisé le mot déterminé, et en plus nous on l'utilise, c'est le nom de l'association justement que je porte aujourd'hui. Il y a un gap en fait à ne pas traverser, c'est-à-dire qu'il y a la détermination et il y a l'obstination. Alors il faut faire attention parce que parfois on a tendance à s'oublier aussi et à être obstiné. Alors obstiné, ça veut dire quoi? C'est une personne qui va tous les jours faire la même chose et qui va espérer avoir des résultats différents. Alors ça c'est de l'obstination, et quand on est face à un mur, eh ben, parfois il va falloir aussi faire un petit pas en arrière et voir s'il n'y a pas des chemins à droite à gauche. Et nous c'est ce qu'on apprend justement chez Déterminé, on apprend à faire ce petit pas en arrière et de dire alors là tu es obstiné, tu n'es pas déterminé. Et nous, on t'apprend à être déterminé, donc on va contourner le mur et il y a des solutions. Et je pense que c'est là aussi où il faut amener ces personnes. Donc, évidemment que c'est une qualité qu'il faut absolument avoir pour être entrepreneur, mais il faut surtout faire attention en fait, à ne pas se tromper de chemin, parce que très souvent, comme je l'ai été moi quand j'étais un peu plus jeune, j'étais obstiné, je pensais avoir tout compris très vite, alors qu'en réalité, j'avais rien compris et très tôt. Donc du coup, plutôt de la ténacité que de l'obstination. On va garder cette thématique où on va revenir avec Virginie tout à l'heure, puisque Victory belongs to the most tenacious, c'est la phrase que vous avez sur les stades. Le stade de Roland-Garros, au cours Philippe Chatrier, et Virginie étant fan de tennis comme moi, on va en reparler après. Je vais plutôt aller vers Vanessa pour m'adresser, je dirais, à une entreprise qui va accompagner, parce que l'excubateur étant une entreprise, on classifie en se disant que c'est peut-être une association, vous êtes une entreprise qui aide les détenus dans leur phase de réinsertion par l'entrepreneuriat. Alors du coup, la question, je dirais, basique, c'est comment est perçu l'entrepreneuriat par une population carcérale? Alors, mettez bien le micro devant, désolé. L'entrepreneuriat est quand même perçu sur les premières... voilà, on a fait beaucoup d'interviews avant de pouvoir mettre en place ce programme. C'est perçu quand même comme un moyen de créer son emploi, comme une possibilité à la sortie d'avoir un emploi, d'avoir un nouveau rôle dans la société et surtout d'être indépendant, un petit peu aussi dans l'idée de ne plus avoir de contraintes ou de regard sur soi par rapport à ce qu'ils ont fait. Et quelque part, une sorte de seconde chance et un peu de revanche sur leur parcours aussi, qu'ils regardent aussi d'une manière un peu d'échec. Donc il y a une manière aussi de considérer l'entrepreneuriat comme une réussite. Une seconde chance, quelque part. Oui. Est-ce que ça ne permet pas aussi de désacraliser peut-être le gap quand on passe un temps en détention, le fameux trou dans le CV, où on n'a pas forcément à rougir quand on prend une année de disponibilité? C'est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus confondant si on a passé une période carcérale. Cette motivation, il y en a d'autres aussi à entreprendre quand on est détenu? C'est un moyen de se valoriser aussi et de faire réseau. Alors, comme on en avait parlé au téléphone, c'est vrai que c'est peut-être un domaine où on ne demande pas le casier judiciaire, à part si il y a eu un défaut de gestion ou des choses qui n'étaient pas une donnée importante pour créer son entreprise. Quelqu'un a fait de la prison ici? Ouais, vous levez pas la main parce que vous êtes timide, je sais. Mais effectivement, on ne demande pas de casier judiciaire pour créer son entreprise, à part défaut de gestion. D'accord.
Ce qui peut arriver. escroquerie. Bon, voilà, il y a des choses qu'on peut plus faire. Ouais, donc du coup, c'est plutôt ouvert et plutôt dans la question, tout le monde est en capacité d'entrepreneur, qu'on soit détenu ou jeune étudiant, on va y revenir après. Je crois que dans l'excubateur, vous avez un point vraiment très fort en fait sur un projet avec surtout une vision et des valeurs autour du projet, plus que le projet lui-même, avec ses aspects économiques. C'est bien ça, oui? Oui, voilà, le programme en détention, il est vraiment, voilà, on fait le pari que l'entrepreneuriat comme levier d'insertion, c'est-à-dire que on va considérer l'entrepreneuriat plus comme un esprit, un état d'esprit en fait, où on va aider la personne à mobiliser toutes ses ressources et son plein potentiel, repérer aussi les moyens qu'elle peut avoir pour aller vers un projet, son projet de sortie. Donc au final, c'est plus développer son état d'esprit à entreprendre quelque chose, que ça soit... bien sûr, il y aura des étapes. Hein. Les étapes, ça peut être bien sûr aussi d'intégrer les déterminés par la suite. Enfin, voilà, on s'est déjà rencontrés. Mais c'est en détention, voilà, comment essayer de refaire vivre cet esprit d'entreprendre. Donc ça va passer, comme on disait tout à l'heure, par les racines. Quels sont les antécédents à cette idée, même que d'entreprendre. Voilà, moi j'ai été formée aux pratiques narratives et donc c'est comment essayer de remettre des récits de soi valorisants qui va caractériser voilà, l'engagement, la persévérance, la ténacité. Et ça, peut-être pour quelqu'un qui est incarcéré, c'est un rapport à soi pour lequel ils sont complètement déconnectés. Donc on va essayer de refaire vivre ça. Les valeurs, quels sont les moteurs, voilà, vraiment comme on disait, comment on peut ancrer déjà dès le départ cette démarche entrepreneuriale. Les personnes ressources qui sont peut-être oubliées en détention, celles qu'on peut créer par le biais aussi de la communauté d'entrepreneurs. Enfin, c'est comment mobiliser toutes les ressources, que la personne en ait consciente et qu'elle puisse elle-même décider de ce qu'elle veut faire à la sortie. En fait, de rendre possible en accédant à des outils, mais aussi moi, je les accompagne vraiment à redevenir actifs et ne plus dans un état passif par rapport à leur projet, à leur parcours judiciaire et aussi de sortie. Ce qui motive d'autant plus à la sortie. Alors, oui. Vous disiez un terme qui est peut-être l'inverse complet de l'entrepreneuriat, c'est le bilan de compétences. Alors, quelle case il faut cocher dans un bilan de compétences que vous pourriez faire tous individuellement, tous et tous? C'est quoi le bilan de compétences parfait pour entreprendre? Alors, encore une fois... Ténacité. Oui, mais voilà, on passe par plusieurs phases. On n'est pas dans un bilan de compétences classique, puisque je le teinte vraiment justement pour les capter, les expériences et les histoires de vie qui va amener... Donc, on a créé un référentiel de l'entrepreneuriat. Toujours, on l'a créé aussi en co-construction avec les personnes, les acteurs qui œuvrent autour de l'entrepreneuriat. Donc, c'est que la personne, finalement, elle-même se situe. Moi, je ne suis pas là pour juger si une personne elle est tenace ou persévérante, mais en tout cas, qu'elle s'en aperçoive et qu'elle identifie elle-même ces compétences-là. Donc, en fait, on va passer par plusieurs phases. Hein. Il y a un programme dans ce bilan. Donc, on va passer par pourquoi déjà rentrer dans ce bilan et ce programme, les racines, les racines de cette idée d'entreprendre, les moteurs à entreprendre. Et surtout, voilà, il y aura un gros travail sur l'identité de l'entrepreneur, donc où on va amener la personne à réfléchir sur son tempérament, de comment ses expériences de travail d'équipe, si elle a déjà géré un budget, et tout ça au regard de ce référentiel. Et à la fin, donc au regard des besoins et des possibilités qu'il peut y avoir à la sortie, voilà, de déterminer un parcours qui sera le plus qui va répondre aux besoins et à ce qui est déterminé. Alors, gestion budgétaire, activité logistique, on en parlait, si on peut évoquer le sujet, il y a des activités effectivement répréhensibles, mais qui peuvent donner des capacités entrepreneuriales à certains détenus. C'est ce qu'on se disait un petit peu en préparation. Oui, tout à fait. Il y a des parcours assez... moi, à chaque fois, c'est une grosse découverte et voilà, ça amène beaucoup de curiosité. Beaucoup de compétences, finalement, qui sont complètement transférables, qui ont été développées dans l'illégal, qui a vraiment une similitude avec de l'entrepreneuriat. Hein. J'ai une personne qui, dans son activité illégale, avait créé des fiches de poste, des plannings, et même voilà,
une innovation numérique. C'était quand même c'est étrange. On voit à peu près de quel domaine il s'agit. Voilà. Et du coup, toutes ces compétences, il se rend compte qu'effectivement, il peut les mettre en œuvre dans quelque chose de légal et justement de découvrir en quoi il était compétent. Parce qu'il s'en était même pas perçu, en fait. Donc, c'est vraiment l'identifier et l'aider à croire en lui sur quelque chose qui peut l'aider pour la sortie. Régis Baclé voulait rebondir. Je voulais juste rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, toute l'information est disponible. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait dans une école spécialisée pour apprendre, acquérir des savoirs. Aujourd'hui, sur le web, on peut trouver des formations qui sont gratuites en France, à l'étranger, en français, en anglais. Donc, si la personne est motivée, elle a la capacité de développer en fait des compétences seulement par le web. Et donc, ça facilite l'accès à plein de choses. Question toute bête, en termes de ressources, c'est vrai qu'en milieu carcéral, on n'a peut-être pas accès à ces outils, ces ressources externes, mais c'est quelque chose sur lequel il faut se précipiter. Anciens détenus ou non détenus, rassurez-vous. Je crois que vous vouliez profiter de cette présence à cette table ronde pour lancer un appel, Vanessa. Donc je crois que c'est le moment. Hein. Oui, donc par rapport à notre intervention détention, donc on propose des ateliers collectifs une fois par semaine sur un programme sur 6 mois. Et donc on forme des entrepreneurs qui sont intéressés pour découvrir peut-être le milieu carcéral et rencontrer des détenus sur des thématiques. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la gestion de projet, l'échec et performance, le budget. Je pourrais vous faire un détail, mais du coup on offre une formation à la prise de parole en détention. Et par la suite, vous pouvez être appelé pour intervenir sur 1h30 sur des ateliers collectifs. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on a un site internet qui permet la prise de contact avec nous et on pourra vous en parler plus en détail. Et puis on bénéficie de votre présence juste en sortie de table ronde avec grand plaisir. Merci beaucoup Vanessa. Victory belongs to the most tenacious, la phrase chère à Raphaël Nadal, qui est un petit peu notre idole commun, Virginie Saillant. On va prendre l'inverse, une population type des étudiants de Digital Campus ultra connectés qui connaissent tout d'Adobe, InDesign, Photoshop, du développement, en veux-tu, en voilà. Est-ce que ça fait des entrepreneurs tout ça ? Alors, de manière naturelle. De manière naturelle, non, parce qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. Comme disait Mandani, je pense qu'il faut quelque chose en soi, un moteur, une envie. Et donc, heureusement, je pense qu'on n'a pas tous cette envie d'entreprendre. Il y a des étudiants qui voudront une carrière dite plus classique, avec des postes où ils auront des responsabilités, du management, mais qui n'ont pas envie d'entreprendre pour l'instant. Donc nous, on va les former à développer aussi cette notion. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre ? C'est quoi l'entrepreneuriat ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de poncifs aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ce qui fait qu'on se fait des fois un regard biaisé sur l'entrepreneuriat, qui est une success story, alors que elle est souvent pavée d'échecs qui sont hyper intéressants pour l'apprentissage, mais qui sont aussi très durs en termes d'humain. Hein. Il faut être capable d'encaisser un échec, de pouvoir se relever, continuer. Et donc nous, ce qu'on va leur apprendre, c'est vraiment la réalité aussi de ce qu'est un entrepreneur. Ils sont en contact d'intervenants qui sont tous des professionnels, qui sont soit des entrepreneurs, soit des freelances, des start-upers. Je l'ai été aussi, donc c'est quelque chose qu'on peut leur transmettre. Et derrière, c'est l'idée de se dire, il faut construire sa voie à soi. Donc ça passera peut-être par le freelancing, par le salariat, par l'entrepreneuriat plutôt sous une forme, comme on disait, classique ou start-up. Mais c'est d'avoir un bagage technique. Donc ça, nos étudiants l'ont parce que c'est ce à quoi on les forme. Et derrière, ce petit supplément qui va faire qu'on va pouvoir tenter l'aventure de l'entrepreneuriat en étant plutôt à l'aise, même si derrière, le chemin reste complexe parfois. Alors, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup dans le public entrepreneur, c'est le freelancing. Ouais. Le freelancing, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ? On a un SIRET, on fait de la presta, on gère des factures, des devis avec plus ou moins d'aisance. Est-ce qu'on peut considérer que les freelancers, étudiants en parallèle des études, sont entrepreneurs ? Alors, je pense qu'il y a déjà cette appétence à vouloir faire quelque chose par soi-même. Ça va passer par le freelance, donc ça peut être du consulting, ça peut être de la production. Donc pour moi, c'est une première étape. Il ne faut pas spécialement être dans l'innovation pour être entrepreneur. Je pense qu'on oppose souvent freelancing, entrepreneuriat dit classique et start-up dans le monde de l'entrepreneuriat, alors que je pense que c'est des compétences humaines qui sont communes, c'est-à-dire c'est des gens qui sont déterminés souvent, qui ont une envie de liberté, qui ont une envie de faire par eux-mêmes, qui ont envie des fois
se prouver des choses et donc de se mettre aussi en risque, parce que quand on est freelance, on prend aussi du risque. Un freelance, comme un entrepreneur, au début, va devoir tout savoir faire, du commercial, du marketing, de la production, de la finance. Et des fois, il ne saura pas tout faire. Mais pour moi, c'est une première façon de voir l'entrepreneuriat. Certains feront toute leur carrière en faisant du consulting. Certains vont disrupter en décidant de créer une autre société, etc. Mais c'est une première étape. Enfin, ça peut l'être, mais pour moi, ça ne s'oppose pas, parce que je pense que les qualités humaines d'un bon freelance vont souvent être proches de celles d'un entrepreneur. Alors, on parlait en phase préparatoire des qualités d'un étudiant entrepreneur, le profil type, celui qui va avoir de l'audace. Et il y a un terme de la curiosité, de l'audace, il y a un terme qui m'interpellait beaucoup, c'était sortir de sa zone de confort. Vous l'aviez répété dans les phases préparatoires. Et quand j'entends justement oser, s'accomplir, faire quelque chose par soi-même, est-ce qu'il y a par exemple des profils étudiants plutôt timides qui vont s'exprimer en fait dans la création pure ou la création d'entreprise, le freelancing? C'est un moyen de s'accomplir aussi, l'entrepreneuriat? Je pense qu'en fait, c'est pas toujours l'étudiant qui va être le meilleur en technicité ou qui va savoir bien faire, qui derrière va développer le meilleur potentiel d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des étudiants qui parfois sont timides mais vont avoir une force intérieure, un moteur, parce que petit, on leur a peut-être dit tu n'y arriveras pas, et ça va décupler quelque chose chez eux qui fait qu'ils auront 2 fois plus envie de manger tout le monde. Donc je pense que vraiment ce côté d'audace, d'avoir envie de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire se prouver quelque chose aussi et de ne pas juste être dans le chemin qui est tracé, même si dans le digital, quand on fait des études, on a un peu moins ce côté je rentre à l'école et je sais quel métier je ferai en sortant, puisque dans nos activités, souvent le métier est en cours de création quand ils sont en train de faire leurs études. Donc ils ont un peu moins ce côté-là, mais je pense que c'est les étudiants qui ont cette capacité à se mettre en danger personnel, à vraiment se pousser jusqu'au bout de leurs limites, à la fois sur la capacité de travail, sur aussi se dire peut-être j'ai une super idée mais je ne suis pas commercial, mais je vais bouger pour aller dans les soirées réseau, essayer de commencer à tisser ma toile. Et je pense que ça va vraiment faire la différence entre un étudiant qui a une bonne idée, comme quelqu'un qui a une bonne idée. Enfin, la bonne idée ne fait pas l'entrepreneur. Ça va être derrière cette petite chose en plus qui va faire qu'on va oser, on va y aller, on va se faire un peu peur, un peu mal, mais ça va porter ses fruits. Bon, des fois, ce sera un échec, mais on apprend beaucoup de ces échecs, beaucoup plus que de ces réussites. Et nous, c'est ce qu'on leur dit vraiment aux étudiants, c'est qu'il ne faut pas avoir peur pour réussir d'échouer plusieurs fois. On est dans une culture en France où l'échec n'est pas vraiment mis en valeur, même si ça commence à changer. Mais on va leur dire, voilà, c'est en vous trompant que vous trouverez la voie aussi de la manière de faire, et aussi où vous trouverez ce qui est fait pour vous ou non. Si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Tout à fait. Je vous vois acquiescer. N'hésitez pas à rebondir sur les propos des uns des autres. C'est un plaisir d'avoir des réactions et de l'interaction. Du coup, parlez-nous un petit peu du 505. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le projet? À qui ça s'adresse? Alors, le 505, en fait, va s'adresser à tous les étudiants de notre campus, donc qu'ils soient en première année ou en 5e année. L'idée, c'est que nous, à Digital Campus, on pousse les étudiants au travers d'un programme qui s'appelle DC Start à entreprendre, puisque c'est le but de nos masters. Enfin, c'est pas le but d'entreprendre, mais c'est de les pousser à comprendre comment on mène un projet de l'idéation jusqu'au business plan. Donc, de leur apporter ces compétences-là sur 2 ans. Et en fait, on s'est dit, en discutant avec plusieurs acteurs du marché, qu'il y a plein d'étudiants qui ont envie d'entreprendre, qui ont une idée, des fois en première, 2e année, mais on va les trouver trop jeunes pour rentrer dans un incubateur dit classique, etc. Donc ils vont un peu mettre l'idée sous le tapis, puis après ils n'auront plus envie, ou ce sera passé, etc. Et donc l'idée, c'était de se dire, en créant cet incubateur au sein du campus, c'était de proposer à tous nos étudiants de candidater, comme pour un incubateur classique, d'être sélectionnés dans une promo. Donc voilà, l'objectif, c'est de voir une 10-15aine de projets, parce qu'on veut pouvoir vraiment les suivre avec qualité. Et derrière, de leur apporter un coaching en se disant, ben voilà, l'idée peut être bonne, mais ça ne suffit pas, une bonne idée. On va derrière un petit peu dérouler le fil, de se dire comment on va travailler le modèle économique, comment on va aussi les pousser à réfléchir, à aller plus loin sur le marché, la cible. Donc il va y avoir des coachs. Qui viendront aussi de la mêlée, bien sûr. Et il y aura aussi des masterclass pour, par exemple, comment faire une levée de fonds, comment réussir
par exemple, à faire un vrai pacte d'associés, parce qu'on sait qu'avoir un associé quand on est entrepreneur, ça peut être à la fois une super force et un gros risque. Donc c'est de les prévenir aussi là-dessus. Ça va être aussi de travailler sur des techniques d'acquisition marketing assez poussées en gross marketing ou des choses comme ça. Donc sous la forme de masterclass, qui s'apportent aussi dans cette promo, qui s'enrichissent les uns les autres par leurs idées, par leur démarche. Donc voilà, donc ça va être un coaching assez particulier qui sera en dehors des heures de cours. Donc c'est vraiment pour des étudiants motivés qui vont avoir envie d'aller plus loin que leurs cours. Et ce, sur une période de 6 mois à peu près, ce qui est la période qui peut être de pré-incubateur classique, de manière à leur ouvrir les portes après d'une autre structure qui les accompagnera à l'étape supérieure. Il y a une petite donnée clé dans ce que vous disiez. C'est bien d'avoir un associé, mais c'est aussi dangereux. Est-ce que vous pouvez développer, peut-être Madani aussi, vous qui avez créé plusieurs sociétés? Ouais, c'est dangereux. Moi, on m'a toujours dit que c'est pire qu'un mariage, une association, parce que le mariage, on peut divorcer. L'association, si on ne l'a pas bien prévu au début, c'est très compliqué. Je l'ai vécu, moi, à titre personnel, dans plusieurs sociétés que j'ai montées. Donc, je dis souvent aux étudiants, voilà, c'est très bien d'avoir un copain avec qui on veut monter une boîte, mais attention, un associé, voilà, il y a un pacte d'associés, il faut aussi se parler des choses et se dire si ça va pas mal, comment on peut sortir de l'association sans perdre la société, parce que le risque, c'est de tout casser, en fait. Donc on met souvent les étudiants en garde sur le côté j'ai 2 copains, ils sont super, un il est trop bon en dev, l'autre il est très bon en commercial, on va y arriver. Et on connaît quelques exemples où il y avait des super idées de société et au final il y en a un qui part, tout le site internet tombe parce que le développeur c'est lui qui est parti. Enfin, donc c'est vrai qu'on essaye aussi de les protéger contre l'euphorie de l'entrepreneuriat qui des fois ne va pas montrer les côtés un peu plus difficiles de la vraie vie d'entrepreneur. C'est un peu comme l'amour, quoi. Voilà. Une Mais c'est bien de s'emballer d'amour, aussi. d'amitié. Mais oui, tout à fait. Madani, vous vouliez rebondir? Oui, je vais rebondir. En plus, c'est drôle parce qu'elle a raconté l'histoire de ma vie en plus. Donc parce que j'ai aussi été associé avec une personne parce que j'avais racheté des parts d'une entreprise qui créait des sites internet à l'époque à Toulouse. Et donc moi, je suis pas dev, mais pour un sou. Mais mon associé était un vrai, ce qu'on appelle un geek en fait. Donc il était tout le temps en train de développer les sites internet pendant que moi je les vendais. Et il se trouve justement que le développeur est parti vivre à Paris. Et moi, je me suis retrouvé tout seul à Toulouse à devoir apprendre, grâce à des tutoriels sur YouTube, comment créer un site internet. Donc c'était génial, mais c'était génial pendant 6 mois. Et après, j'ai fermé la boîte. Donc voilà les risques. Et c'est vrai que quand je me suis associé avec lui, on n'avait pas discuté de ce qui pouvait éventuellement se passer si ça n'allait pas. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai appris, parce que je me suis souvent associé dans mes entreprises, j'ai appris qu'il fallait, quand on souhaitait s'associer, d'abord parler des choses qui ne pourraient pas bien se passer, avant de parler justement de ce qui pourrait éventuellement bien se passer. Évidemment, ça rejoint un petit peu, tu parlais d'amour, c'est bien, mais c'est vrai que quand on se marie, quand on se lance avec une personne dans la vie de tous les jours, on voit la vie, on ne parle pas de divorce en fait, on ne dit pas alors si on divorce, il va falloir qu'on fasse ça. Et là, pour le coup, quand on entreprend, eh ben, on parle d'abord de ce qui va se passer, ce qui risque de se passer quand on divorce, et on met tout noir sur blanc, justement le fameux pacte d'associés, où on va tout écrire noir sur blanc, voilà ce qu'on devrait faire si jamais ça doit mal se passer. Et psychologiquement, c'est pas facile, parce qu'on se projette sur du négatif, alors qu'on espère que la boîte prospère. Donc c'est un exercice hyper difficile, mais c'est un exercice indispensable. Essentiel et indispensable. Régis, ça doit être le sujet de nombre de discussions avec des des entreprises que vous accompagnez. C'est à quel stade? Là, on dépasse le statut d'entrepreneur, c'est 50 millions de chefs d'entreprise quasiment. C'est quoi votre public à BR Partner? Alors notre public, nous, ça fait 4 ans qu'on est créé. Aujourd'hui, on a mis en place un comité de sélection. Donc on reçoit un certain nombre de dossiers. Tous les 15 jours, on se réunit avec Bastien, mon associé, et l'équipe pour en discuter. Donc on regarde la profondeur de marché, on regarde l'équipe en place. La profondeur de marché, qu'est-ce que c'est? Quel est le marché sur lequel l'entreprise se positionne? Est-ce que sur le marché, il y a 100 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a 10 millions, 100 millions? Et quelle peut être sa place par rapport à sa taille d'aujourd'hui et de demain? C'est important de le définir quand on entreprend, en fait, savoir s'il y a un potentiel. Okay. Après, c'est vrai qu'en France, on a une carence sur la culture économique. Donc les entreprises souffrent de fonds propres insuffisants. Donc ça participe beaucoup à la difficulté de développement des entreprises.
Donc nous, on a des critères spécifiques. On travaille qu'avec des entreprises qui sont in boni, c'est-à-dire qui font du résultat pour du capital développement, ou des start-upers. Donc une start-up, donc la définition d'une start-up, c'est une entreprise qui a un fort potentiel de développement. Vous prenez alors, on va pas dire ça, mais pour vous donner la différence entre une TPE et une start-up, une boulangerie, ça va être une TPE, PME, même si elle grossit, qu'elle a 10 sites. Et une start-up, c'est quelqu'un qui développe un produit pour une entreprise, mais ce produit peut être réutilisé de la même manière par 10 millions. Et donc là, vous n'avez pas la même rentabilité. Donc nous, chez BR Partner, on travaille avec des entrepreneurs qui ont une bonne idée, ça c'est la base, un projet dans lequel on croit, une profondeur de marché, et une personnalité avec laquelle pour laquelle on a un bon ressenti. On a eu des expériences par le passé où le projet était très bien, la personne était un peu compliquée. On y a été parce que le projet nous plaisait beaucoup. Et puis petit à petit, on tire le fil en fait parce qu'on fait des accompagnements sur 6 mois pour définir la stratégie. Donc ça permet de vérifier ce que nous a raconté le chef d'entreprise, enfin le start-upper ou le chef d'entreprise dans le temps pour voir si ça se confirme également. Et donc on a du temps qui est alloué aux dirigeants pour justement revoir sa définition de stratégie sur sa typologie de produit, les ressources qui lui sont nécessaires, à la fois humaines, matérielles et financières. Et donc on intervient in fine sur la définition de la stratégie financière. Donc quelles sont les subventions pour lesquelles l'entreprise est éligible, quels sont les fonds qui peuvent être alloués dans les réseaux d'accompagnement dirigeants, le monde bancaire et le monde des capitaux risqueurs. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que le profil d'entrepreneur, c'est un des critères de sélection. Ah, oui. Il faut mieux un projet qui sera amené à évoluer avec un super ou une super chef d'entreprise plutôt qu'un super projet avec un chef d'entreprise, une chef d'entreprise où on n'a pas trop confiance. En fait, ce lien de confiance, ce lien humain, c'est un des critères de sélection, d'accompagnement. Oui, totalement. On a eu un projet à Paris, l'idée était très bien. L'entrepreneur, le start-upper, pour moi, il y a plusieurs profils de chefs d'entreprise, de start-upper. Il y en a par tranche d'âge, déjà, 20, 30, 40. Nous, on veut des catégories. Et ensuite, par personnalité de dirigeant. Le profil commercial, le serial entrepreneur, le dirigiste. Enfin, et donc, celui-là, c'était un jeune entrepreneur d'une vingtaine d'années qui avait une superbe idée, très dynamique. Donc on l'accompagne, c'est mon associé qui était sur ce projet-là, il l'accompagne, ok, on travaille la stratégie une fois, 2 fois, plusieurs mois, on sort la présentation qu'il faut. Cette entreprise cherchait 2 millions d'euros. Donc il avait déjà eu de l'activité, donc c'est quand même une somme très importante. On sécurise un premier 1 million d'euros, on trouve le deuxième, et donc lors du rendez-vous avec les VC, donc le VC lui dit ok, nous on est prêt à vous accompagner, mais vous nous sortez X projets avant la fin de l'année d'un point de vue commercial. Et donc là, le dirigeant a une réaction assez surprenante dans les jours qui suivent. Il dit non mais moi, il n'y a personne qui me commande, je ferai comme j'ai envie. Bon. Il y a quelqu'un qui est prêt à lui prêter 1 million d'euros sur sa boîte. Le gars, il réagit de cette manière-là. Le chef d'entreprise réagit de cette manière-là. Pour moi, la première qualité d'un chef d'entreprise, c'est l'humilité. Il apprend tout le temps et de n'importe qui. Il y a un stagiaire qui peut venir dans sa boîte, il va lui apprendre quelque chose. Parce qu'on ne peut pas tout savoir de manière permanente. C'est impossible de réaliser une veille permanente. On le sait, dans les startups, il y a l'urgence, surtout au démarrage, sur la gestion justement des urgences. Le RH, surtout en ce moment, sur les difficultés de recrutement, la fidélisation, la gestion de la trésorerie qui inquiète énormément les chefs d'entreprise, ce qui est normal, le développement des produits, les livraisons. Enfin, le chef d'entreprise, c'est le couteau suisse, c'est le moteur, c'est la pompe. Hein. C'est la pompe de l'entreprise, c'est lui qui lance la dynamique. Et donc on sait, quand on lance une entreprise, il faut définir tous les rails qui sont possibles pour que quand on a des anomalies, on puisse se référer ou avoir des référents. Donc vous avez, alors je vais citer des partenaires, sur le point de vue juridique, vous aurez un avocat, sur le point de vue de la gestion d'entreprise, vous aurez le cabinet d'expertise comptable. Vous pouvez lui demander des impératifs de délai, par exemple, sur des retours de situation. Donc ça existe, il y a plein de cabinets qui le font. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à avoir des partenaires où vous avez des tableaux de bord sur téléphone. Un mois après la date, par exemple, là, on est au mois de septembre, 31 août, vous pouvez l'avoir fin septembre. Donc il y a des choses qui existent, il faut discuter, il ne faut pas avoir peur de demander.
On ne sait jamais tout et c'est en discutant avec d'autres chefs d'entreprise, avec des partenaires qu'on se rend compte qu'il y a des solutions qui existent, parfois plus simples que d'autres, on est bien d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que le dirigeant, il est tout le temps sur le feu, surtout avec une start-up. C'est un exercice qui est très difficile. Notamment, je rebondis sur la partie RH. De 0 à 10, il y aura une équipe. De 10 à 20 ou à 30, il y aura une nouvelle équipe à 100%. Et ils renouvellent. Alors, c'est difficile, premièrement, émotionnellement, parce qu'on peut s'attacher aux gens. Après, il faut recruter. Et ensuite, quand vous reformez les gens, et vous les reformez aussi à la cohésion d'équipe et à l'esprit d'entreprise. Donc tout ça, ça nécessite une énergie qui est débordante. Et après, sur la partie de trésorerie, c'est beaucoup notre activité. Donc on fait externalisation de direction financière, donc pour gérer le cash à court terme, à moyen terme, à long terme. Et il faut savoir exactement, donc par l'activité, quel est le besoin en fonds de roulement qu'on a avec la croissance que l'on espère, mais quels sont aussi les investissements que l'on va réaliser, de quelle manière on va les financer. Avec les banques, vous pouvez prévoir des enveloppes de financement sur 1 an ou 2. Donc ça se discute, ça se prépare. On n'a pas toujours l'idée quand on démarre. Mais il ne faut pas, moi je dis toujours, on n'a pas peur de dire non à un porteur de projet, parce que derrière cette personne, il y a aussi une famille. Et donc derrière, ce sont des engagements. Et donc on préfère dire non à un chef d'entreprise, de lui dire, voilà, votre projet il est bien, mais on a sélectionné un autre, on lui donne notre opinion, ce qui n'est que le nôtre, toujours en toute humilité, et on leur donne des voies de recommandation. On a eu, là actuellement, on s'occupe de la cession d'une entreprise sur Montpellier. Donc petite société, 4 salariés, mais leader sur son marché de niche en Europe. On l'avait vu en 2019, avant le Covid. Donc on avait préparé la présentation pour la cession. On lui avait mis en exergue ses points positifs dans l'organisation et les points d'amélioration. On l'a revu, donc il nous a recontactés pour qu'on l'accompagne. Et toutes les recommandations qu'on lui a données, il les a mises en application. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui est totalement digitalisée. Il arrive à avoir un site internet avec un stock mis à jour 2 fois par jour, qui est quand même assez extraordinaire. L'idée d'être accompagné, je retiens le mot humilité, et l'idée d'être accompagné finalement en permanence avec des prestataires. Alors, attention à tous, je vais vous poser une question, Régis, que je vais vous poser à toutes et tous pour conclure cette table ronde et peut-être avoir le temps de prendre 1 ou 2 questions juste après la question de fin. On a toujours l'habitude, c'est les marronniers des conférences sur l'entrepreneuriat de dire c'est quoi votre top 3 des conseils pour entreprendre ? Non, j'ai envie de vous demander à quoi il faut faire attention pour entreprendre. Régis, si vous avez un entrepreneur, on dit fais gaffe à, fais attention à. Alors j'ai une liste qui ressemble à la setlist de Seth Gecko, ego mal placé, l'idée de fame, etc. Mais là vraiment, le cher entrepreneur, fais gaffe à. Qu'est-ce que vous rajoutez, Régis ? Le piège dans lequel ne pas tomber. Le piège. Je dirais aujourd'hui avec la version des réseaux sociaux, ne faites pas des actions pour les réseaux sociaux, faites des actions pour développer votre entreprise. On s'en fiche que vous soyez le meilleur en conférence, que vous expliquez 10 fois par jour ce que votre boîte a fait, mais s'il n'y a aucun produit qui se vend, ça ne sert à rien. Pas de like, plus de cash. Exactement. Wow, vous savez, moi, c'est les grands poètes de ce monde, Seth Gecko, Frisk Corleone, tout ça, on connaît. Alors, Virginie, Vanessa, Madani, cher entrepreneur, fais gaffe à... Moi, je dirais, garde ta vision. Parce que je pense que quand on entreprend, on peut aussi... on connaît les profils d'entrepreneurs. Souvent, ils ont 1000 idées à la minute. Je pense que c'est pas mal d'avoir cette ligne directrice qui est de garder la vision qu'on a dès le début, de ne pas se perdre soi-même et d'être fidèle à ses valeurs dans la communication. Parce qu'aujourd'hui, on peut être appelé par les sirènes... du greenwashing, de plein de choses pour pouvoir vendre plus. Et je pense que le fait d'avoir une vision d'entreprise et d'être fidèle à celle-ci jusqu'au bout fait en général que le projet va être pérenne parce qu'on y croira en le disant. Et le storytelling ne sera pas complètement fake, pour parler bien français. Donc pour moi, c'est vraiment le conseil, c'est projette ce que tu veux et en général, tu pourras l'atteindre plus facilement. Okay. Fais gaffe à ne pas t'oublier, ne pas te perdre, à ne pas te trahir, en gros. C'est aussi l'idée. Madani, Vanessa ? Cher entrepreneur, fais gaffe à, fais attention à. Du coup, par rapport à mon expérience, c'est de bien se préparer, rien que le regard par rapport à soi, de bien se connaître et de savoir quelles sont ses propres limites.
ses propres croyances aussi vis-à-vis de l'entrepreneuriat, pour pouvoir aussi peut-être déconstruire certaines choses et pouvoir s'adapter par la suite. Mais déjà, bien se connaître et prendre ce travail de quel est mon tempérament, quelle est la prise de risque maximum sur laquelle je peux aller, voilà, qu'est-ce qui me ressemble, quoi, justement, et la vision, je rejoins tout à fait sur la vision. Fais gaffe à bien connaître tes capacités, et puis après il sera toujours temps de s'entourer, comme disait Régis, pour upgrader. À 1 c'est bien, à 2 c'est mieux. Un petit peu comme dans plein de choses en fait. Je ne citerai pas lesquelles. Madani pour la conclusion. Je te mets un tapis rouge là, c'est incroyable. Un tapis rouge de malaise. Merci pour la passe décisive. Non, mais déjà, la majorité des choses ont été dites, mais je dirais, fais gaffe à l'inaction surtout. Vraiment prendre conscience qu'il faut toujours passer à l'action, et c'est que comme ça en fait qu'on arrive à apprendre et à avancer. J'aurais pu faire moi aussi un truc à la 7 Gecko en disant ma gueule à la fin, ça aurait été bien aussi, mais la réalité c'est qu'il faut vraiment en fait passer à l'action à chaque fois. Évidemment, bien sûr, fais gaffe à bien t'entourer, mais ça a été dit également. Donc, je crois que les grandes lignes ont été citées, mais c'est surtout en fait le passage à l'action qui fait la différence. Exécution plutôt que réflexion. Réflexion c'est bien, mais exécution aussi. Bah, moi je n'ai rien d'autre à dire que merci à tous les 4, on peut les applaudir. Madani, Virginie, Régis et Vanessa. Merci. Pour conclure, et c'est toujours sympa pour l'interaction, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, de poser une question à tous nos invités ou à une ou un invité en particulier. N'hésitez pas à lever la main et je relayerai votre question. Oui, dites-moi et je relais au micro. Une question plutôt orientée pour nos 2 responsables pédagogiques, l'importance d'inclure davantage de soft skills dans le parcours d'apprentissage, en plus des hard skills, qui peuvent être le développement, le graphisme, etc. Bien sûr, les hard skills, c'est un socle important, mais comme on a dit, on peut se former à la fois dans les écoles, à la fois sur Internet. Aujourd'hui, la connaissance peut être partout pour ceux qui la cherchent. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est pour ça que nous, dans nos programmes, on rentre de plus en plus des soft skills et ce qu'on va appeler des life skills. Alors, les life skills, au-delà d'un naming sympa, c'est ce côté, ça rejoint ce qu'on disait, c'est connais-toi toi-même, c'est-à-dire quelles sont nos propres limites, quelle est notre manière de percevoir les choses. Des fois, on est notre pire ennemi aussi. Et donc, on s'auto-bloque sur pas mal de choses. Donc, on essaye de rentrer dans cette discussion de plus en plus avec nos étudiants. Et bien sûr, là où je vous rejoins, c'est que nous, on va pousser ça dans l'enseignement supérieur, mais le travail, il a déjà été un peu fait. C'est-à-dire que nos étudiants arrivent, ils ont 18-19 ans, et soit ils sont hyper boostés, soit ils sont un peu cassés. Et l'idée, c'est d'arriver à pousser ça sur du collège, du lycée, mais même aussi du primaire. Aux États-Unis, au primaire, c'est pas un mauvais mot de dire entrepreneur et de pousser les étudiants, enfin les élèves de primaire à entreprendre. Il y a des classes d'entrepreneuriat pour des élèves qui ont 10 ans. En France aujourd'hui, c'est encore un côté trop libéral de pousser des enfants à entreprendre, alors que ça développe des capacités. Puis entreprendre ne veut pas toujours dire gagner de l'argent, ce qui chez nous est souvent quelque chose de négatif. Et donc je pense que le système éducatif français devrait intégrer le soft skill et la confiance en soi tout au long du parcours de l'élève, parce que nous on arrive sur les étudiants, donc on peut faire des choses, mais souvent c'est déjà un peu tard, et on remarque de plus en plus que la confiance en soi, c'est ce qui va vraiment faire la différence dans un parcours, et que le Covid n'a pas aidé sur cette partie-là. Donc oui, il faudrait que l'éducation nationale rentre de plus en plus sur la soft skills, parce que seulement l'école supérieure, ça ne suffit pas. On renvoie la balle à l'éducation nationale. Vanessa, est-ce qu'on a prévu des cours de ténacité, des cours d'humilité avec les scubateurs ?
Alors là, ça sera plus sur une partie plus individuelle, où effectivement, je ne sais pas, peut-être sur un programme de coaching à la sortie, ça serait à définir, peut-être avec des partenaires à l'extérieur qui me le proposent déjà. Mais effectivement, si ça peut être opéré comme un besoin ou quelque chose qui a été récurrent, qu'une personne a amené à un projet, n'est pas allé jusqu'au bout, c'est de le repérer, de voir un peu derrière qu'est-ce qui a été enclenché. Donc voilà, ça peut être tout à fait... on travaille là-dessus, sur vraiment les soft skills et la manière où la personne peut croire en elle et sur quoi elle peut se baser, en quoi c'est ancré, que ce soit pas du vent, quoi. Que ce soit pas juste dire oui, cette personne, elle a ça. C'est comment la personne elle peut se référer dans son histoire et ses modèles aussi, les modèles inspirants que la personne peut avoir. On travaille beaucoup là-dessus. C'est une question toute trouvée que j'avais envie de vous poser. C'est qui votre modèle dans l'entrepreneuriat, individuellement? Oh, ah ça bloque. Bon, ce sera pas Elon Musk, hein, Madani. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, non, j'aime bien, moi, j'aime bien. Alors, le personnage, je m'en fous, mais ce qu'il fait, ça me passionne. Non, moi, mon entrepreneur, moi, la personne qui m'inspire, c'est mon père. C'est clairement lui, en fait. C'est lui qui m'a toujours inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui. Il est à la retraite et il entreprend encore. Enfin, je veux dire, il a 76 ans et il ne s'arrête pas. Et quand on lui demande d'arrêter, il dit si vous voulez m'enterrer, dites-moi d'arrêter tout de suite. Donc c'est clairement lui en fait, ma source d'inspiration. Il est venu, il sait pas lire, pas écrire, et il a créé des entreprises, des emplois qui sont toujours existants aujourd'hui. Et il y a certains d'entre eux qui sont salariés de ces entreprises qui ont plus de 40 ans de carrière. Donc je suis admiratif par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il fait. Donc clairement pour moi, c'est mon exemple aujourd'hui. Un sacré bel héritage. Le meilleur. Là, je ne saurais pas dire personnalité plus inspirante, je ne sais pas. Peut-être avez-vous une idée où on finit sur cette note vraiment touchante? Eh bien, merci beaucoup Madani, Virginie, Régis et Vanessa. On peut les applaudir, c'était la table ronde 50 millions d'entrepreneurs. Restez ici, nous enchaînerons avec une table ronde sur la Deep Tech à partir de 15h30. Passez une excellente mêlée numérique. Et encore merci à vous quatre, c'était super. Merci.